Vous vous êtes déjà demandé comment un petit groupe de guerriers nordiques a réussi à terroriser l'une des villes les plus importantes de l'Europe médiévale. En 845, Paris, le joyau du royaume franc, a été prise par surprise par une force inattendue et implacable. Ces envahisseurs ne sont pas venus uniquement pour piller, ils avaient un chef légendaire et un objectif audacieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire des attaques vikings sur Paris et découvrir comment Ragnar Lodbrok et ses hommes ont marqué l'histoire. Accrochez-vous, car cette histoire est pleine d'action, de stratégie et de surprises. Les Vikings et leurs leaders. Les Vikings, originaires des régions glaciales de Scandinavie, étaient redoutés dans toute l'Europe pour leurs compétences navales exceptionnelles et leurs tactiques de guerre féroces. Imaginez vivre dans un petit village au bord d'une rivière tranquille, quand soudain, à l'horizon, apparaissent les silhouettes imposantes des dracars, les navires de guerre vikings, fendant les eaux avec rapidité et précision. Ces navires, avec leurs proues sculptées en forme de dragons et de serpents, annonçaient l'arrivée de guerriers qui ne connaissaient pas la peur. À la tête de ces hommes se trouvait l'un des leaders les plus légendaires de l'ère viking, Ragnar Lodbrok. Ragnar n'était pas seulement un guerrier exceptionnel, il était un stratège brillant et un leader charismatique qui inspirait loyauté et courage à ses compagnons. Son nom résonnait dans les fjords et sur les champs de bataille, et sa renommée dépassait les frontières de la Scandinavie. On dit que Ragnar était un homme de grande stature et de grande force, avec des yeux qui semblaient percer l'âme de ses ennemis. Il portait des peaux d'animaux et une cotte de mailles, toujours prêt pour la bataille, avec sa hache aiguisée en main. Mais ce qui distinguait vraiment Ragnar des autres leaders vikings, c'était son ambition sans bornes et son désir d'explorer de nouvelles terres et de conquérir de nouvelles richesses. Il ne se contentait pas de piller des villages et des monastères. Ragnar voulait plus. Et c'est cette soif d'aventure et de gloire qui l'a conduit à planifier l'attaque de Paris, la capitale du puissant royaume franc. Ragnar a rassemblé une flotte impressionnante de dracars, chacun étant manœuvré par des guerriers triés sur le volet. Ces hommes étaient formés dès l'enfance aux arts de la guerre et de la navigation. Ils savaient comment combattre sur terre et en mer, et possédaient une discipline qui surprenait souvent leurs ennemis. Les préparatifs pour l'expédition étaient minutieux. Les armes étaient aiguisées, les navires approvisionnés, et les tactiques discutées lors de longues nuits autour des feux de camp. Quand ils partirent enfin, c'était le printemps, et la Seine commençait à dégeler. Le voyage sur le fleuve fut rapide et silencieux, les dracars glissant sur l'eau comme des fantômes. Les habitants de Paris n'avaient aucune idée de ce qui se préparait. Ils croyaient leur ville en sécurité, protégée par ses murailles et par Dieu. Ils ignoraient que rien ne pouvait arrêter la détermination de Ragnar et de ses hommes. À la vue de Paris, les Vikings ressentaient l'excitation et l'attente. Ils étaient sur le point d'affronter l'un des plus grands défis de leur vie, et le succès de cette entreprise pourrait signifier non seulement des richesses, mais aussi une place de choix dans les sagas qui seraient racontées pendant des générations. Ragnar savait que c'était sa chance de s'immortaliser dans l'histoire. Et ainsi, avec un cri de guerre qui résonna sur les eaux de la Seine, il donna le coup d'envoi de l'attaque qui marquerait à jamais la relation entre les Vikings et Paris. La vulnérabilité de Paris. Quand les Vikings ont aperçu Paris en 845, la ville n'était pas la métropole fortifiée que nous connaissons aujourd'hui. Paris était divisé en deux îles principales au milieu de la Seine, reliées par des ponts et entourées de murs qui, à l'époque, semblaient imposants, mais étaient loin d'être inexpugnables. La ville était un important centre commercial et religieux, mais sa position stratégique en faisait aussi une cible tentante pour des envahisseurs audacieux. Malgré son importance, Paris n'était pas préparé à la férocité et à la sophistication tactique des Vikings menés par Ragnar Lodbrok. Les défenseurs parisiens, principalement composés de milices locales et de quelques soldats du roi Charles le Chauve, n'étaient pas habitués à affronter des guerriers aussi implacables. La garde de la ville comptait sur la protection de Dieu et la croyance que ses murailles suffiraient à arrêter toute attaque. Cependant, la défense improvisée et le manque de préparation tactique se révélèrent tragiquement inadéquats face à l'assaut viking.
Les Vikings, maîtres dans l'art du siège et de l'utilisation de la surprise comme arme, attaquèrent avec précision et brutalité. En naviguant sur la Seine, ils utilisèrent les dracars pour isoler la ville, coupant les routes de ravitaillement et de communication. Leur capacité à se déplacer rapidement sur le fleuve leur donnait un avantage considérable. Ils pouvaient attaquer de plusieurs directions, laissant les défenseurs paralysés et incapables de prévoir où le prochain coup tomberait. Les ponts reliant les îles de Paris étaient des cibles stratégiques. En les détruisant, les Vikings interrompirent non seulement la circulation à l'intérieur de la ville, mais semèrent aussi le chaos et la panique parmi les Parisiens. Les habitants, terrifiés, cherchèrent refuge dans les églises et les monastères, croyant que les Vikings respecteraient les lieux sacrés. Cette espérance fut rapidement déçue. Pour les Vikings, les églises représentèrent des trésors à piller, et leur profanation n'était pas un obstacle moral, mais une opportunité d'obtenir des richesses supplémentaires. La résistance initiale des Parisiens fut rapidement écrasée par la supériorité tactique et la férocité des attaques vikings. Les défenseurs n'avaient pas de réponse aux techniques de guérilla employées par les envahisseurs, qui attaquaient en petits groupes, disparaissant aussi rapidement qu'ils apparaissaient. La confusion et le désespoir s'emparèrent de la ville. Les murailles, censées être la première ligne de défense, devinrent des pièges mortels, avec de nombreux Parisiens acculés et massacrés. Ragnar Lodbrok, avec son regard stratégique, savait exactement comment exploiter chaque faiblesse de la ville. Il ordonna des attaques précises et coordonnées, démontrant une connaissance impressionnante de la guerre de siège. Chaque avance viking était calculée pour maximiser la terreur et la destruction, brisant le moral des défenseurs et préparant le terrain pour une reddition inévitable. La vulnérabilité de Paris se manifesta non seulement dans ses défenses physiques, mais aussi dans la réponse désorganisée et l'absence d'un commandement central efficace. Le roi Charles le Chauve, bien que puissant, était éloigné et incapable de réagir rapidement à la menace. La communication lente et la mobilisation tardive des forces royales contribuèrent au succès des Vikings. En peu de temps, Paris s'était à genoux. La ville, qui devait être un bastion de résistance, fut prise d'assaut par un groupe de guerriers venus des terres glacées du Nord. La vulnérabilité de Paris résidait non seulement dans ses murailles, mais dans son manque de préparation et dans la sous-estimation de l'ennemi. Cette leçon fut apprise de la manière la plus dure, avec le feu et le sang marquant l'histoire de la ville. Ainsi, les Vikings démontrèrent que même les villes les plus puissantes et importantes pouvaient être vulnérables face à une force déterminée et bien dirigée. La terreur à Paris. Les Parisiens, en voyant les dracars vikings fendre les eaux de la Seine, ressentirent une peur indescriptible. La ville, autrefois un centre de commerce et de religion, fut plongée dans le chaos et le désespoir. Hommes, femmes et enfants couraient en quête d'abri, beaucoup se réfugiant dans les églises et les monastères, croyant que ces lieux sacrés seraient épargnés par la fureur viking. Cependant, les Vikings ne faisaient pas de distinction entre le sacré et le séculier. Pour eux, les églises représentaient des dépôts de richesses, pleines d'or, d'argent et de reliques précieuses, et furent pillées sans pitié. La terreur se propagea alors que les guerriers nordiques brûlaient des maisons, pillaient des trésors et massacraient ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Les défenseurs de la ville, composés de milices locales et de quelques soldats, tentèrent d'organiser une résistance, mais ils étaient en grande infériorité. La brutalité et l'efficacité des Vikings étaient écrasantes. Ils attaquaient en vagues, avec des cris de guerre qui glaçaient le sang des défenseurs. La supériorité tactique et le courage implacable des envahisseurs brisèrent rapidement toute ligne de défense que les Parisiens essayaient d'établir. Les rues se remplirent de fumée et de cris de désespoir, tandis que les Vikings avançaient sans relâche, laissant un sillage de destruction. À l'intérieur des murs de la ville, la peur était palpable. Beaucoup croyaient que la fin était proche et que Paris ne se relèverait jamais. Les histoires de brutalité viking se répandirent rapidement, amplifiant la terreur. Les Vikings ne se contentèrent pas de piller. Ils voulaient s'assurer que leur réputation soit redoutée de tous. Ils exécutèrent des prisonniers de manière publique et brutale, envoyant un message clair.
Toute résistance serait punie par une violence extrême. Les exécutions et tortures augmentèrent la peur parmi les habitants, qui ne voyaient plus d'espoir de salut. Dans ce climat d'horreur, le roi Charles le Chauve comprit qu'il ne pouvait pas gagner par la force des armes. Dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de Paris, il décida de négocier avec les envahisseurs. Une grande somme d'argent fut offerte pour que les Vikings cessent leur attaque et quittent la ville en paix. Ragnar Lodbrok, voyant l'opportunité de s'enrichir sans prolonger le combat, accepta le paiement. Ce tribut, connu sous le nom de Danegeld, acheta une trêve temporaire, mais l'impact psychologique de l'attaque fut durable. Paris avait été dévasté et la mémoire de la terreur infligée par les Vikings perdurerait pendant des générations. Une cicatrice profonde dans l'histoire de la ville. Le sauvetage de Paris. Alors que Paris brûlait sous l'attaque viking, le roi Charles le Chauve se trouva dans une position désespérée. Sachant que les forces locales n'étaient pas de taille face aux guerriers de Ragnar Lodbrok, Charles devait agir rapidement pour sauver sa ville et son peuple. Il rassembla ses conseillers et décida que la seule manière d'éviter une destruction complète serait de négocier avec les envahisseurs. Avec cela en tête, Charles envoya des émissaires pour rencontrer Ragnar, offrant une proposition de paix en échange d'un tribut significatif. Cette offre incluait une grande quantité d'argent, ce qui, à l'époque, représentait une somme extraordinaire, suffisante pour satisfaire même les Vikings les plus avides. Les émissaires, portant des coffres remplis d'argent, s'approchèrent du camp viking avec prudence, craignant pour leur vie. Ragnar, reconnaissant une opportunité précieuse, les reçut et écouta l'offre avec intérêt. Il savait que prolonger l'attaque pourrait entraîner davantage de pertes pour ses hommes, et le gain immédiat d'une fortune en argent était une perspective très tentante. Ainsi, après quelques négociations, Ragnar accepta l'accord. Les Vikings s'engagèrent à laisser Paris en paix en échange du tribut offert. Cet événement fut connu sous le nom de Danegeld, une pratique qui deviendrait courante dans les relations entre les Vikings et d'autres royaumes européens, où le paiement en argent était utilisé pour acheter une paix temporaire. Avec l'accord conclu, les Vikings commencèrent à se retirer, emportant avec eux non seulement le butin obtenu, mais aussi le tribut en argent payé par Charles. Le roi réussit ainsi à éviter la destruction totale de Paris, mais le coût fut énorme. La ville était en ruine, avec de nombreux bâtiments brûlés et sa population traumatisée. Cependant, le paiement du Danegeld eut également un effet psychologique dévastateur. Il montra à tous les royaumes voisins que les Francs étaient prêts à payer pour leur survie, ce qui pourrait attirer de futures attaques d'autres groupes vikings avides de richesses faciles. Néanmoins, le paiement du tribut acheta une période de paix relative et donna à Paris la chance de se reconstruire. Charles le Chauve utilisa cette trêve pour renforcer les défenses de la ville et réorganiser ses forces. L'expérience douloureuse des attaques vikings apprit aux Parisiens l'importance d'être toujours prêts à faire face à de futures menaces. Bien que la ville ait été sauvée de l'effondrement immédiat, les cicatrices laissées par l'attaque de Ragnar Lodbrok restèrent un rappel constant de la vulnérabilité et de la nécessité de rester vigilant face aux envahisseurs. Les attaques vikings sur Paris en 845 ont laissé des traces profondes dans l'histoire de la ville et de l'Europe. Mais ce n'était qu'une des nombreuses incursions que les Vikings feraient au fil des ans. Comment Paris s'est-elle relevée et quelles mesures ont été prises pour prévenir de futures attaques? Et surtout, qu'est-il arrivé à Ragnar Lodbrok et à ses hommes après avoir quitté la ville? L'histoire des Vikings est pleine de rebondissements et de surprises. Si vous voulez en savoir plus sur les incroyables aventures et mésaventures de ces guerriers nordiques, ne manquez pas nos prochaines vidéos. Après tout, qui sait quels autres secrets et mystères sont encore cachés dans les pages de l'histoire? À bientôt.